Nous poursuivons la SAS avec l'analyse et la rédaction des statuts. On a vu précédemment le principe de liberté statutaire de la SAS avec sans risque, puisque le seul risque qu'on pouvait encourir, c'était éventuellement la clause jugée réputée non écrite. Rédaction des statuts de la SAS. Alors voici comment, en général, mes statuts sont structurés. Ça varie notamment s'il s'agit d'une création ou d'une transformation. Et les actionnaires, on commence. Alors voilà le plan que je vous propose pour la partie les actionnaires. Préambule, quels associés, personnes physiques ou personnes morales, SAS ou SASU. Le démembrement de propriété, je reviendrai aussi dans d'autres cours sur le démembrement de propriété des actions, ce que j'en pense. La SAS et l'enfant mineur. Un enfant mineur peut-il être actionnaire d'une SAS? Faut-il l'intervention du conjoint, y compris si le conjoint est divorcé, parce que c'est quand même le parent de l'enfant? Et on verra quelques exemples de clauses. Préambule. Très souvent, j'introduis dans les statuts préambule. Alors, dès lors qu'il s'agit d'une création d'un groupe familial, avec des holdings, des filles, IS, IR, j'ai tout de suite l'exposé des motifs. Et je vais expliquer, décrire l'organisation du groupe, des sociétés, les liens juridiques, les liens financiers. Je vais expliquer avec les motifs pourquoi je suis susceptible de faire des répartitions inégalitaires de dividendes. Et j'explique le pourquoi et le comment. Alors, je pourrais très bien faire ceci, ne pas le faire, ça c'est exclu pour moi, ou le faire dans une assemblée constitutive. Je l'ai fait pendant un certain temps, mais je trouvais bien plus intéressant d'introduire cet exposé des motifs dans les statuts. Les statuts, c'est ce qui confère la personnalité de la société. Elle est faite sur mesure, elle reflète la personnalité même du chef d'entreprise, bien souvent, forcément, puisque je rédige des statuts en accord avec les valeurs de la personne. Non. Je peux même inscrire les valeurs de la société en préambule. Donc, je crois qu'il est important qu'il soit inséré dans les statuts qui fassent partie de la personnalité de l'entreprise, plutôt que d'un pacte d'actionnaire. Pour moi, un pacte d'actionnaire, ça ne fait pas partie de la société, quoi. Puis ça n'a qu'un temps. Là, c'est durable. Et je peux aussi expliquer le principe de décision, qu'on retrouvera, bien sûr, en plus détaillé, dans l'article « Pouvoir décision collective ». Alors, un exemple de clause, tout ce qui est en italique, c'est un exemple de clause. Sauf précision statutaire contraire, les décisions qui ne relèvent pas de la direction des dirigeants sont prises par les actionnaires et les usufruitiers et par la majorité absolue des droits de vote de l'ensemble de la société sans que la participation des actionnaires ou usufruitiers soit exigée, sauf disposition légale contraire, bien sûr, toujours. Alors, majorité absolue, majorité relative. Le plus souvent, ça va être majorité absolue, c'est-à-dire celui qui détient plus de 50% des droits de vote. Je peux, dans certaines décisions, mais ça je le préciserai plus tard, sauf indication contraire, que certaines décisions soient prises à la majorité relative. C'est l'actionnaire qui détient le plus, à lui seul, le plus de droits de vote que les autres. Et j'inscris que on fait le total des droits de vote de l'ensemble de la société. À chaque fois, c'est l'ensemble de la société. Pourquoi? Parce que dans les sociétés traditionnelles, SARL, société anonyme, on a vu des dirigeants qui ont été éjectés par l'Assemblée parce que le dirigeant était absent de cette Assemblée-là
Et à ce moment-là, eh bien, les décisions sont prises à la majorité des présents ou des représentés. Non, pas de ça chez moi. Pourquoi? Parce que je rappelle que je suis dirigeant, je détiens 1% du capital, mais plus de 50% des droits de vote, donc plus de 100%. Et donc le dernier alinéa, sans que la participation de tous les actionnaires ou usufruitiers soit exigée. Sauf une loi contraire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je, ou à plusieurs, je réunis plus de 50% des droits de vote, je vote, mais je suis le seul à voter, puisque dès lors que je vote, je prends la décision, je réunis plus de 50%, la décision est prise, sans que les autres aient à participer. C'est pour ça que je me méfie du terme décision collective, on le verra plus tard. La décision collective, telle que la loi l'entend, c'est celle où la décision doit être prise par la collectivité des actionnaires. Si vous mettez par la collectivité des actionnaires dans les statuts, vous êtes tenu d'interroger, de questionner l'ensemble des associés. Parce que je rappelle que on peut interdire un actionnaire du droit de voter, mais pas de celui de participer à des décisions collectives. Mais comme ici, je n'écris pas que ce sont les décisions collectives, vous voyez, je distingue les décisions non collectives et les décisions collectives. Décisions collectives, tout le monde participe. Décision non collective, non. Dès lors que j'ai plus de 50% des droits de vote, c'est bon, c'est pris. Et j'écris. Toujours une trace écrite. Je peux ajouter que la voix du président statutaire, par exemple, est prépondérante. Alors, statutaire, ça veut dire quoi? Parce qu'on va le voir que je distingue plusieurs présidents. Président statutaire, donc lui, il est nommé dans les statuts. Président non statutaire, qui sera désigné d'ailleurs peut-être par le président statutaire, mais il sera successif. Et, voilà, je prévois les différents présidents successifs. Je me permets même, moi, président statutaire, la possibilité de révoquer par avance, avant que la décision soit effective, les présidents que j'avais indiqués dans les statuts. Et tout est possible dès lors que tout cela est écrit. Les associés peuvent être des personnes physiques et des personnes morales. Les personnes physiques, alors tout de suite, je fais un arbre généalogique, un arbre de vie. Et puis, allez, quels sont les objectifs du fondateur? À qui il veut transmettre? Qui il veut exclure? Qui il faut protéger? On peut, par exemple, on peut avoir deux enfants. L'un, c'est un panier percé, il dépense, bon, il a la carte bleue facile, on va lire ça comme ça. Et j'ai l'autre qui est plutôt accumulateur et qui présente des compétences pour diriger. Bon, eh bien, je vais créer dès le départ deux catégories d'actions. B pour le repreneur, avec un droit de vote supérieur à celui de l'action C, que j'attribuerai au panier percé. Mais je réaliserai une égalité en droit financier. Ça veut dire qu'ils auront un dividende égalitaire. Enfin, égalitaire, c'est-à-dire que l'action de part A aura un dividende de 10. L'action de part B, puisque c'est le repreneur, aura un dividende de 10. L'action également de l'action C, de catégorie C, aura un dividende de 10, un droit financier de 10. Et donc j'ai une égalité. Alors je regarde aussi pourquoi, à quel montant notamment de la réserve héréditaire. Parce que je peux transmettre inégalitairement mes enfants, mais il va falloir tout ça que je respecte les règles de la réserve. Quelle est la place du partenaire ou du conjoint survivant? Faut-il peut-être le protéger des risques de l'entreprise, mais en même temps, à mon décès ou en cas d'incapacité d'agir, tant que les enfants sont mineurs, peut-être ai-je envie de lui confier certains pouvoirs. Je peux tout ça préciser dans les statuts. Sinon, si je ne prévois pas, ça va risque d'avoir le juge
aux affaires familiales qui va décider à sa place. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée, on va le voir tout à l'heure. Quelles sont les évolutions prévisibles? Tiens, oui, je pensais qu'il va y avoir ici une autre génération qui va venir. Est-ce que j'inclus, c'est de la gouvernance, hein, est-ce que j'inclus les futurs conjoints? Il faut regarder. Quelle est la volonté du chef d'entreprise? Je vais dès le départ, même en création, prévoir l'entrée d'investisseurs extérieurs. Et les investisseurs extérieurs, je vais me donner le pouvoir de les éjecter assez facilement. D'ailleurs, c'est indiqué dans mon cours de holding. La holding, pour moi, est un moyen également pour éloigner les investisseurs extérieurs. Je n'ai pas envie que des tiers étrangers à la famille détiennent une participation directe dans mon entreprise. À chaque fois, je vais être sous surveillance, sous contrôle. Donc, dès lors que j'ai des investisseurs extérieurs, je les remonte dans une holding. Voilà. Pourquoi? Parce que la holding, elle est libre de céder les titres. Mais si je veux céder des titres, par exemple, peut-être qu'il me faudra quand même l'accord, dans certaines situations, l'accord de tous les actionnaires. Je n'ai pas envie de dépendre d'actionnaires extérieurs. Donc, je fais remonter. L'associé personne morale, je peux, si c'est une holding pacte du trade qui doit prendre, puisque le texte l'exige, de prendre l'engagement de conserver les titres pendant toute la durée de l'engagement de conservation des titres, je peux l'indiquer ici. Et j'indique que l'engagement est pris dans les statuts. Juste une aparté sur le Dutreil. Attention, si je viens de créer une holding, je ne peux pas prétendre qu'elle soit animatrice. Alors, c'est intéressant. Alors, pourquoi? Il faudra se poser la question, pourquoi absolument les personnes veulent rendre la holding animatrice? Moi, je trouve ça très cher, tout simplement, mais un des avantages, ça peut être le Dutreil. C'est sur le Dutreil, si la holding est passive, elle vient d'être créée, elle sera forcément passive. Et donc, c'est elle qui doit signer le pacte avec les autres associés, ou seule ou avec d'autres associés. Si la holding est animatrice, une holding animatrice est considérée au plan fiscal comme une société opérationnelle et le pacte du travail doit et peut être signé, bien sûr sur la FI, mais aussi sur la holding, le schéma 2 à droite. Et ça peut être plus intéressant. Pourquoi? Parce que je vais avoir l'exonération de 75% du trade de la base taxable droit de mutation à titre gratuit sur l'ensemble de la valeur des sociétés, si je signe sur la holding qui doit être alors opérationnelle. Mais attention, si la holding vient d'être créée, elle ne pourra pas apporter l'effectivité de son caractère animateur, elle risque d'être requalifiée en holding passive. Si le dirigeant a signé là-haut sur la holding, tout le pacte du travail tombe avec tout l'avantage de l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit est repris avec éventuellement les pénalités de retard. Bonjour. Je rappelle ce que c'est qu'une holding animatrice. Voilà, elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales et le cas échéant, elle rend des services purement internes, de services spécifiques, administratifs, comptables, financiers, immobiliers, voilà. C'est la convention de service ou les conventions de service. Mais elle participe activement à la conduite du groupe. D'ailleurs, la première question que va poser l'administration fiscale, si vous prétendez que la holding est animatrice, elle va vous demander, allez, il est où votre plan stratégique? Bon quoi? Votre plan stratégique, elle anime la holding, non? C'est quoi ça, un plan stratégique? Allez, SAS ou SASU? Pardon. Oui, c'est ça. SAS, SASU, l'associé unique, la SASU. Alors, juste
une précision, c'est que la SAS ne veut pas être cotée. Mais elle peut recourir au capital risque. Elle peut compter un actionnaire ou plus, personne physique ou morale. Et s'il n'y a qu'un actionnaire, on parle de SASU. Il y a des textes spécifiques sur la SASU. Mais tout de suite, il ne faut pas dire que c'est une SASU. Pour moi, même s'il y a un seul associé, c'est une SAS qui, à un moment donné, pourra compter plusieurs associés. Mais je n'appelle pas SASU. J'aime pas les SASU d'ailleurs. Bon. Alors, c'est vrai que maintenant, un pacte du trail peut être signé par un seul associé. Un pacte d'engagement collectif de conservation peut être signé par un seul associé. Mais vous connaissez maintenant que dès que les enfants naissent, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils sont mignons, j'introduis les enfants majoritairement au capital. Il n'y a pas de situation, il ne faut pas dire jamais, mais il faut tout de suite introduire les enfants au capital. Je reste moi majoritaire, je deviens minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier. Alors, bon. Et j'introduis les enfants au capital, comme ça j'ai opéré la transmission. Je rappelle que la taxation des donations ou des successions, le taux marginal d'imposition, donc le taux le plus élevé, est de 45% en ligne directe. Oh, ça fait mal. Bon. Démembrement de propriété et la qualité d'associé. Il faut être attentif. Pourquoi? Parce que seul l'unipropriétaire a la qualité d'associé. L'usufruitier n'a pas cette qualité. Alors, on lit encore que, oui, l'usufruitier a sa qualité d'associé. Pas du tout, non. Il n'y a que l'unipropriétaire. On voit même des textes législatifs, des travaux préparatoires de l'Assemblée nationale, que la dernière réforme d'ailleurs de la loi Pacte, il y en a un qui écrit oui, la question n'est pas tranchée. Si elle est tranchée, elle est tranchée. C'est la jurisprudence constante. Et j'ai même une décision de la Cour de justice européenne, de la Cour européenne, l'instance suprême, donc c'est tranché quoi. Bon, il faut arrêter de réfléchir, maintenant il faut agir. Non, je plaisante. Voici les décisions. Donc, qui attribue la qualité d'associé au nu propriétaire, pas à l'usufruitier. C'est pour ça que je me méfie du démembrement de propriété. Non, je plaisante, mais aussi quand même en grande partie, ça veut dire qu'il faut impérativement que le dirigeant d'entreprise ait quelques actions en pleine propriété, avec bien sûr des actions de préférence. Voilà, pour qu'il ait la qualité d'associé. Enfant mineur, l'associé d'une SAS. Est-ce qu'un enfant mineur peut-il être associé d'une société? Oui, dès lors que la forme juridique ne confère pas à cet associé mineur la qualité de commerçant. Et encore. Ça veut dire qu'on peut même faire une forme, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais rapidement, on peut faire une forme commerciale qui est soi-disant interdite. Non, elle n'est pas interdite. L'enfant mineur rentre, mais il n'a pas la qualité de commerçant. Il rentre quelquefois, il n'a pas le choix, il rentre parce qu'il est héritier. Donc, voilà. Donc on dit que souvent, oui, on peut faire toute forme de société, sauf celle qui confère la qualité de commerçant. Non, mais il n'aura pas la qualité de commerçant, quoi qu'il arrive. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir quels sont les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs notamment du conjoint? Alors ça va dépendre bien sûr aussi, est-ce que c'est un bien commun en bien? Est-ce que ça change quelque chose? Quelle est la différence avec les parts sociales? Quand doit intervenir le juge aux affaires familiales? Y a-t-il possibilité de l'écarter? Je réponds oui tout de suite. Voilà. Et donc voyons maintenant. Alors voici le plan que je vous propose. On va faire la distinction entre acte d'administration, acte de disposition, acte de conservation. Les régimes applicables au régime de l'administration légale, donc voilà, il y a un régime, mais on va voir qu'on peut déroger, la loi nous permet d'écarter le régime légal, donc de l'administration légale, et puis avec une très grande liberté, bien sûr,
l'enfant mineur peut-il être, et la SAS, qu'en est-il de l'accord du conjoint ou du juge pour l'apporter des titres d'une société qu'il détient déjà à une holding SAS, par exemple, ou encore, il est déjà présent au capital de la SAS, qu'en est-il des pouvoirs si je veux qu'il vende ces titres, moi, son parent? Faut-il l'accord du juge aux affaires familiales? Faut-il l'accord du conjoint dont j'ai divorcé? Alors, c'est plus le conjoint, c'est la mère de l'enfant. Pourquoi? Parce que les parents ont un pouvoir sur la gestion des biens de l'enfant mineur. Donc, est-il possible d'écarter la décision du conjoint dont je viens, enfin, de l'ex-conjoint, hein, dont j'ai divorcé? La réponse est oui, si. Est-ce qu'il faut l'accord des deux parents pour que l'enfant soit associé? La donation de titre de l'enfant mineur, faut-il l'accord du JAF? Non. Voilà. Mais voilà, il faudra l'accord du JAF pour certains actes sur les actions détenues par l'enfant mineur. Et je finirai mais rapidement par la tutelle curatelle. Alors, acte d'administration, de disposition, de conservation. Donc voici l'acte d'administration. C'est les actes qui n'entraînent pas une modification importante, substantielle du patrimoine de l'enfant mineur. Les actes de disposition, oui, là il va y avoir presque une transformation même. Un apport à société, la vente de titres est en principe un acte de disposition. C'est un acte important. On change de nature. Et les actes conservatoires, ceux qui vont assurer la conservation du bien. Alors voici un tableau qui récapitule les régimes de protection légale, avec le régime de protection, le représentant légal et le contrôle. Donc l'administration légale qu'on va pouvoir écarter pour les donations et les testaments, pas autrement. C'est pour ça qu'on sera attentif à la chronologie des opérations. Donc, sous le régime de l'administration légale, on distingue les actes d'administration et les actes de disposition. Pour les actes d'administration, il faut l'autorisation ou l'accord d'un seul parent, sauf bien sûr en cas de désaccord, dès lors que l'autre le sait. Et les actes de disposition, alors le JAF, c'est le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles. Il faut l'accord du JAF pour certaines opérations, quand bien même l'autorité parentale est confiée aux deux parents. L'apport d'un immeuble appartenant à un enfant mineur, l'apport d'un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur, contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, et nouveauté, 2016, des actes importants sur les actions. Bon, pas sur les parts sociales. Le pourquoi, là, il ne faut pas poser la question du pourquoi, parce que, à mon avis, on n'aura pas la réponse. Sinon, pour les actes de disposition, eh bien, il faut l'accord des deux parents. Ou le JAF, bien sûr, si les deux parents sont en désaccord. Et s'il n'y a plus qu'un seul parent de l'enfant, c'est le parent seul, maintenant, qui dispose du pouvoir de passer tous les actes de disposition. Avant la réforme, il fallait l'accord de 2015, donc, il fallait l'accord du juge aux affaires familiales du JAF, s'il était seul. Ce qui est très intéressant, c'est le 384 du Code civil. Le 384 du Code civil. Ça veut dire quoi? Que dit-il? Il dit que voilà, oui, c'est vrai, il y a un régime d'administration légale, voici les règles, mais il est possible de l'écarter. Le donateur ou le testateur, mais nous on parle de donation, on n'entend pas le décès pour transmettre. Donc le donateur, dans l'acte de donation, pas après, il peut écarter le régime de l'administration légale et nommer des administrateurs. Et alors ce que je fais, c'est que je vais nommer des administrateurs dans l'acte de donation, des administrateurs successifs. Et le premier administrateur, c'est moi. Donc je suis le seul administrateur des biens de mes enfants mineurs à qui je donne. Vous voyez que là, j'écarte le conjoint, dont j'ai divorcé, forcément.
puisque sinon, c'est lui aussi l'administrateur légal. Donc, dehors, j'écarte également tout ce qu'il juge. Je peux même donc apporter un immeuble, une fois que j'ai donné l'immeuble, dès lors que j'ai mis 384 dans mon acte de donation, je peux imposer à mon enfant mineur d'apporter à une société sans l'accord du juge. Donc vous voyez qu'il faut l'accord du juge pour l'apport d'un immeuble, d'un fonds, contracter un prêt, même contracter un prêt au nom de l'enfant mineur. Puisque le régime légal n'est pas applicable, c'est le régime conventionnel et je me suis seul nommé administrateur. Alors évidemment, si j'ai un conflit d'intérêts entre les miens et ceux de mon enfant mineur, là, il devrait y avoir nomination d'un commissaire, d'administrateur ad hoc. Mais vous voyez que c'est vachement léger, quoi. C'est une pratique très anglo-saxonne, hein, je fais ce que je veux, quoi. Et la tutelle, curatelle, je passe parce que là, les deux parents sont déchus de l'autorité parentale. Mais j'ai intérêt à organiser quand même si le cas arrive, parce que les deux parents peuvent décéder dans un accident avec des enfants en bas âge qui survivent. Ben, il faut prévoir également. Et on peut écarter l'intervention du juge des tutelles, notamment avec la SAS, si je confie les pouvoirs de gestion de la SAS à un ami, par exemple, ou à une holding que je crée, que j'ai préalablement créée avant mon décès, évidemment. Voilà, donc on rentre dans le détail sur le régime applicable à l'administration légale. Donc dès lors qu'il y a un seul parent, il peut passer seul les actes d'administration et la plupart des actes de disposition. Sauf apporter un immeuble à société, l'immeuble appartenant à l'enfant mineur, contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, apporter un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur et vendre des actions appartenant à l'enfant mineur. Il faudra l'accord du JAF. On va le voir bien sûr, cette disposition-là plus précisément. Les deux parents, un seul peut passer les actes d'administration et les deux doivent intervenir pour la plupart des actes de disposition, avec une distinction entre l'accord du conjoint et l'intervention du conjoint. L'intervention, ça veut dire qu'il doit intervenir à l'acte. L'accord, dès lors que, voilà, donc on va voir les formes de l'accord. Et s'il y a un désaccord entre les deux parents, il faut l'intervention du JAF. Sinon, pour tous les accords, pour certains actes de disposition, on a vu lesquels, il faut l'accord du JAF, bien sûr. Et on a vu que sont obligatoirement soumis à l'autorisation du JAF, et voilà la liste, vente de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur, donc l'apport à société, à la SAS, contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, accepter, bon, ça je passe, c'est pas du sujet, mais le 8e point est intéressant, c'est procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières qui engagent le patrimoine de l'enfant mineur. Alors, vous voyez, c'est un peu subjectif. Est-ce que la vente ou l'apport des actions de la SAS, il s'agit d'actions appartenant à mon enfant mineur, est-il susceptible d'engager le patrimoine du mineur pour le présent et pour l'avenir? Il faut que je me garde, parce que je ne sais pas je ne peux pas encore deviner d'où peuvent venir les coûts. Voilà. Donc, il faut que je prenne des précautions. Et pour prendre la précaution, si l'enfant mineur a un patrimoine, le plus souvent, sauf s'il a joué au loto, c'est pas lui qui a joué au loto d'abord, donc c'est bien que je lui ai donné, ou que son grand-parent lui a donné, par exemple. Bon, eh bien, dans l'acte de donation, tout de suite, 384 du Code civil, et on nomme l'administrateur. Les actes, regardez, les actes interdits, même avec l'autorisation du juge, sauf 384 du Code civil. Je vais pouvoir même accomplir ces actes-là dès lors que j'ai écarté les règles de l'administration légale, 384. Alors que le juge, c'est lui interdit. Vous voyez que c'est quand même curieux, quoi, cette branche du droit. C'est vachement cadré, on dit voilà, on protège l'enfant mineur,
Bon. Et d'un côté, on laisse toute liberté simplement parce qu'on a mis 2 lignes dans l'acte de donation ou dans le testament. J'y comprends rien, mais pour moi, c'est heureux quand même. Voilà. Donc, quel en est-il maintenant de l'enfant mineur et de la SAS en ce qui concerne l'apport à la SAS et la cession d'action? Faut-il l'intervention ou l'accord du conjoint ou celui du juge? Et on a vu, hein, absolument, la règle, le réflexe, c'est tout de suite dans l'acte de donation, écarter le régime de l'administration légale. Voilà. Et je nomme les tiers administrateurs. Moi, à défaut, un tel. Alors, à défaut dans quelle situation? Il faut faire attention, puisque si jamais je peux me nommer administrateur, mais tout d'un coup, si le juge me place, moi, par exemple, sous le régime de la tutelle. Le régime de la tutelle va l'emporter sur la disposition ici, je pense, comme quoi j'ai écarté les règles d'administration légale. Parce que l'administration légale va s'appliquer pour moi, je ne peux pas l'écarter, celle-là. Donc, si je suis sous tutelle, que devient-il de cette règle-là? Donc, ça devient encore le juge qui va se soustraire à moi. Donc, voilà, je vais écrire les règles si j'ai toute ma tête, si je suis en capacité d'agir, je vais expliquer, je vais définir ce que c'est que la capacité d'agir ou l'incapacité d'agir. Un tel voilà, sera l'administrateur, et puis à défaut, administrateur, à défaut, administrateur, à défaut, administrateur. Voilà, et j'ai blindé. La donation d'action. Alors, je peux toujours, moi, donner un bien propre à mon enfant mineur. Mais, dès lors qu'il s'agit d'un bien commun, il me faudra l'intervention ou l'accord de mon conjoint. De mon conjoint, de l'autre parent de l'enfant. Donc, je vais nommer administrateur, et là, à regarder, quoi. Donc, l'apport à la société de biens à l'enfant mineur c'est le tiers administrateur qui va décider. Donc, le parent ou les parents pour la plupart des biens apportés et le JAF pour l'apport de l'immeuble, du fonds de commerce, pour contracter un prêt au nom de l'enfant mineur et pour vendre éventuellement des actions qui peuvent engager le patrimoine de l'enfant mineur. Voilà. Et pour les actes importants sur les actions appartenant aux mineurs, ça va être, puisque j'ai pris la précaution de me nommer administrateur de mon enfant mineur, mais si je n'ai pas pris cette précaution-là, ça sera le juge aux affaires familiales qui va devoir être interrogé pour tous les actes qui intéressent les actions détenues par l'enfant. Dommage. Donc, j'insiste, oui. Donc, il faut impérativement écarter les règles de l'administration légale et nommer les différents administrateurs successifs, dont moi-même. J'ai une grosse entreprise du côté de Nîmes, grosse entreprise familiale. Et puis, il y a une flopée d'avocats, enfin, un grand cabinet d'avocats fiscalistes. Donc, je dis, 384 code civil. L'enfant est mineur, même, il ne faut pas le faire entrer dans la société. Enfin, il faut attendre au moins leur majorité. Et alors, c'est vrai que j'aurais demandé où ils avaient suivi leurs études. Donc, c'est pas des amis. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent à mes formations maintenant. Enfin, c'est pas grave. Mais vous vous rendez compte, parce que la personne ne voulait pas donner à ses enfants parce qu'il sortait d'un divorce saignant. Et ça saignait toujours, on va dire ça comme ça. J'ai dit, non, 384. Et c'était divorcé, donc, puis c'était des biens propres, donc il n'y avait aucun risque pour donner, si cette clause-là était bien sûr insérée dans l'acte de donation. Donation des titres à un enfant mineur. Oui, donc, on l'a vu, dès lors que c'est un bien propre, je peux donner à l'enfant seul. Bon. Dès lors que la donation est faite sans charge. Ah oui.
Alors attention, hein, une charge, ce n'est pas une condition. Je peux donner sous condition. Ce n'est pas une charge, la condition. La donation doit être acceptée par un tiers, pas par le donateur. Donc on peut faire intervenir l'autre parent de l'enfant, par exemple, un ascendant, un tiers, tout ce qu'on veut. La donation de titres appartenant à la communauté à l'intervention du conjoint s'impose. Le Code civil 1422, hein, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit, donc donner des biens de la communauté. L'intervention du conjoint à l'acte est nécessaire pour donner un bien de la communauté. Sinon, on encourt le risque de demande de nullité. D'ailleurs, au plan fiscal, attention, il faut être attentif à préciser dans l'acte si le conjoint intervient ou donne son accord. Parce que s'il intervient, tout l'intérêt d'intervenir dans la donation, c'est qu'on pourra profiter des deux abattements. Il peut y avoir éventuellement récompense. Je passe sur la récompense, ça sera traité dans le cours contrat de mariage et Pax. Ou alors le consentement, un seul abattement. Pas de récompense. Faut-il l'accord des deux parents pour que l'enfant mineur soit associé d'une société? Oui, mais non. Oui, selon le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, mais dans une décision du 23 mars 2013 où le 384 qu'on a vu précédemment était pratiquement méconnu. Donc le texte, voilà, donc c'est une décision du CCRCS qui a été prise avant la réforme de 2015, et donc il suffit dans l'acte, voilà, dans le préambule d'ailleurs, dans le préambule de mes statuts, de préciser est-ce que l'enfant mineur peut-il être associé de la société? Oui, puisque les règles de l'administration légale ont été écartées dans l'acte de donation. Et je colle la copie de la donation. Comme ça, au registre du commerce, sinon on risque d'être bloqué au registre du commerce. Faut-il l'autorisation du JAF pour les actes importants qui portent sur les actions? Oui, sauf, bien sûr, 384, si le régime légal de l'administration donc a été écarté. Voilà. Ou si ça n'a pas d'incidence sur l'ensemble du patrimoine de l'enfant mineur. Mais vous voyez, c'est quoi? C'est un critère subjectif, j'aime pas. Donc, dans l'acte de donation. Merci. Alors, ou alors, il ne faut pas l'accord du JAF aussi si les actions sont détenues par une holding, par exemple en part sociale. Pourquoi? Parce que l'accord de juge ne s'impose que pour les actes sur les actions, pas sur les parts sociales. Si j'ai une holding, si l'enfant mineur est présent dans une holding sous forme de part sociale, alors je ne parle pas de la SARL, c'est nul la SARL, puisque une part égale une voix. Mais j'imagine une société civile qui peut être à l'IS ou à l'IR, mais à ce moment-là, si l'enfant mineur est présent, il le sera de la société civile. Comme ça, je n'ai pas l'accord du JAF à avoir. Et je quitte d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu tordu, mais quitte pourquoi après à transformer la société civile à l'IS en SAS. Ou alors, bien sûr, on n'a pas l'accord du juge aux affaires familiales dès lors que les règles de l'administration légale ont été écartées. Donc voilà. Alors, vous voyez que j'ai toujours dans la chronologie des opérations, je peux, vous voyez, j'ai des sociétés à capital faible, je reviendrai sur l'intérêt d'un capital faible. Je donne à l'enfant mineur avec mon 384 et j'explique que cette somme va servir à acquérir les actions et que, ça y est, j'écarte les règles d'administration légale et je me nomme administrateur.
ou alors j'apporte des sommes pour constituer le capital de la SAS et ensuite je donne le capital à mes enfants mineurs, avec toujours le 384 du Code civil. Vous voyez ? Donc voilà, le juge, il faut l'accord du juge si l'enfant mineur détient directement des actions de la SAS. Il ne faut pas l'accord du juge s'il y a une société civile interposée, par exemple. Parce que la société civile peut vendre des titres de la SAS sans l'accord du JAF. Alors, j'aime pas beaucoup ce schéma à droite où la holding détient 100%. Moi, je préfère toujours, j'aime dire jamais et toujours, mais je préfère que les enfants soient directement associés dans l'opérationnel plutôt que dans la holding. Ils pourront éventuellement avoir une holding, chacun d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si l'entreprise en vaut la peine, il ne vaut mieux pas réunir tous les enfants au sein d'une holding, parce que le jour où ils deviennent grands, majeurs, ils ne s'entendent plus, on risque d'avoir l'éclatement du patrimoine. Alors que s'ils détiennent directement des titres de l'opérationnel, ils peuvent éventuellement négocier plus facilement le rachat des titres. Les actions ont été données aux mineurs avec désignation d'un tiers administrateur. Donc voici la donation à un enfant mineur. C'est un résumé. Et la donation de biens à un enfant commun, intervention des deux parents. C'est des contraintes. Attention, l'intervention des deux parents à peine de nullité de l'acte. Et la désignation du tiers administrateur, donc je peux, le disposant, c'est-à-dire le donateur peut être désigné comme administrateur. On peut désigner une personne morale également. Et on va prévoir les successifs, notamment on va anticiper peut-être le décès ou le refus de l'intermédiaire, par exemple. Et on va préciser également ses pouvoirs. Vous voyez, le tiers administrateur, il n'a pas forcément tous les pouvoirs. Ma pratique, c'est de donner tous les pouvoirs et d'écarter toutes les règles de l'administration légale. Et voilà, c'est simple. Mais je peux le mettre sur surveillance, parce que je ne peux pas, moi, nommer le JAF. Si je pouvais nommer le JAF, ouais, je pourrais délimiter les pouvoirs de l'administrateur. Mais là, je préfère confier les pouvoirs à un tiers qu'à une personne que je ne connais pas. Et je termine par la tutelle curatelle. Donc les deux parents n'ont plus l'autorité parentale, parce que le plus souvent ils sont décédés, donc de l'enfant mineur. Et on a intérêt ici à prévoir le cas. On l'a vu, les deux parents décèdent, l'enfant décède subitement, et les enfants mineurs restent, eh bien ils sont sous le régime de la tutelle, par exemple. Donc, c'est lourd. Mais là aussi, on peut se soustraire au régime de la tutelle. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais il faut regarder. Et confier le pouvoir à un tiers. Vous voyez bien que si je confie les pouvoirs de la SAS à des amis proches, il faut que je prenne des précautions quand même. Bon, vous voyez, j'ai écarté le juge de tutelle. Puis je sais que je vais écrire dans les statuts, par exemple, que dès lors que un parent de l'enfant décède ou est incapable d'agir, eh bien, mes enfants ont des catégories d'action B, par exemple, le droit de vote, il devient simple. Il était de 10, dans ces situations-là, il devient 1, dans le cas où l'enfant mineur devient représenté par une personne qui n'est pas actionnaire de la société. Je vise le juge. Au lieu qu'il vienne représenter l'enfant mineur actionnaire de la SAS, il peut venir. Tiens. Puis on a vu comme j'ai limité les assemblées aux 3 décisions légales, aux obligations légales, le juge, il ne vient jamais. Encore faut-il qu'il ait le temps pour venir. Et puis, s'il venait, votez, si vous voulez, votez. Mais de toute façon, ça y est, c'est moi qui vote, parce que je détiens plus de 50% des droits de vote. Ouais. Alors, voici quelques exemples de clauses. Donc, je commence par classique.
les sous-signés, la liste des actionnaires, ont établi, ainsi qu'elle suit, les statuts de la société. Je peux tout de suite créer une catégorie d'actionnaires particulière, par exemple, j'ai plusieurs noms, mais je vais les appeler ici, par exemple, les actionnaires fondateurs. Parce que dans la hiérarchie des décisions, je peux également... Alors, il y a les pouvoirs des dirigeants, du président. Tout ce qui dépasse les pouvoirs du dirigeant, ben, les décisions sont prises par les associés à plus à une majorité absolue de 50%. Mais quelquefois, je vais dire que ce n'est même pas ça, c'est l'associé fondateur. Bon, il peut y avoir plusieurs associés fondateurs, je vais écrire les règles des pouvoirs, de la répartition des pouvoirs, mais il y a beaucoup de décisions qui sont prises uniquement par l'actionnaire fondateur ou l'associé fondateur. Je peux même créer des groupes d'actionnaires, par exemple. Ça peut être très particulier, c'est possible pour la SAS, c'est génial. Voilà, j'ai les 3 mousquetaires, les 3 mousquetaires qui arrivent, les 3 fondateurs de la société à la vie et à la mort. Et ils disent, nous, on veut créer une société un tiers, bon, sans les conjoints. Donc, vous voyez, c'est vraiment des amis. En plus, c'est des amis d'enfance, à la vie et à la mort. 33% de capital chacun. Et on peut très bien imaginer que, ensuite, vous voyez, que je vais dire que le droit de vote est proportionnel au capital détenu par chaque famille. Donc, je crée des groupes d'actionnaires ou des familles d'actionnaires, enfin, appelez-les comme vous voulez. Donc, j'ai groupe d'actionnaires 1, 2 et 3. Et ils veulent le pouvoir, même en cas de décès des 2 autres, ou en cas d'incapacité d'agir, ils souhaitent que celui qui subsiste, ici par exemple A, ait tous les pouvoirs dans la société, quand même sa famille, puisque vous avez vu, c'est tout de suite les enfants qui rentrent au capital chez moi, mais c'est moi qui décide. Donc vous voyez, c'est quelque part 3 sous-sociétés, parce que je veux donner à l'autonomie à chaque fondateur de prendre les décisions qu'il veut en ce qui concerne les pouvoirs au sein de son groupe familial, son groupe d'actionnaires, et en termes de dividendes. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il ait, lui, par exemple, sa partie ici qui correspond à 33, mais il y aura peut-être tout intérêt, il faut regarder les situations, il faut regarder les objectifs, et en se rappelant toujours que la pérennité de l'entreprise, eh bien, elle trouve sa source dans la cohésion familiale. À défaut de mésentente, dans la cohésion familiale. Mais si c'est la guerre, l'argent est le moyen de faire payer l'autre. Voilà. Même si je perds de l'argent, ben, tu vas le payer cher parce que tu te souviens la petite voiture rouge que tu avais reçue à tes 2 ans, alors que moi, il m'avait mis interne à Genève dans la prison de... Non, tout ça terminé. C'est pour ça que j'aime bien les dispositifs où on va étaler sur la table. Et on va même étaler tout ça dans les statuts. Vous voyez, ça fait force, tout ça. Et donc ici, je peux avoir intérêt. Alors, à moi, je rigole, parce qu'on a vu que l'avoir, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est le pouvoir et le droit financier. Donc, je détiens la partie 1% des 33% du 1 tiers qui est ici. Mes enfants détiennent 99%. Non, on va dire même, tiens, 90%. Mes enfants mineurs, ou pas, il vaut mieux qu'ils soient mineurs, parce que quand ils vont voir les statuts, peut-être que quand ils seront majeurs, peut-être que je ne m'entendrai plus avec eux. Mais même si je ne m'entends plus avec eux quand ils deviennent majeurs, je sais comment les éjecter assez facilement. Ici, ils n'ont pas le pouvoir de nuisance. Aucun. Et ici, donc, ils détiennent 90%, par exemple. Donc, la transmission est opérée, ça y est. J'économise potentiellement 45% des droits de mutation à titre gratuit. Et il reste donc 9%, par exemple. Et bien, 9%, ben, c'est la holding. Une holding familiale. Alors, le top du top, s'il y a 2 enfants, par exemple, je peux même, donc ici... On va mettre 79, donc ça fera 80. Et je peux mettre ici
10% pour la holding de mon premier enfant, où je suis également majoritaire en droit de vote et en droit financier, et une holding de 10% pour mon autre enfant. Comme ça, même s'ils ne s'entendent plus, bah, chacun pourra gérer son propre patrimoine ensuite, en toute autonomie, même s'ils s'entendent d'ailleurs, parce qu'ils ont des personnalités différentes, donc ils ont une vision de la vie différente. Il y en a un qui veut profiter de la vie, il y en a un qui veut mourir riche. Donc voilà. Donc, et ici, moi, j'aurai la décision de savoir où va le dividende. Tiens, je veux punir. Non, je plaisante. Mais vous voyez bien que comme ils ont des actions de catégories différentes, donc s'il y en a un qui je ne m'entends plus, ben, par exemple, je dis que tiens, cette année, mon coco lapin, eh bien, ton droit financier, puisqu'il varie chez moi, tu as des actions C, de catégorie C, eh bien, le droit financier de l'action C, il est de 1. Je ne le prive pas de tout dividende. Mais de toute façon, il va dans sa holding, où je suis le maître. Donc, il ne reçoit rien, finalement. Il recevra quand je serai mort. Et encore, je peux faire attention, parce que c'est le pouvoir de commander d'outre-tombe, tout ça. Et ici, tiens, c'est mon chouchou, il était gentil avec moi. Bon, eh bien, il a des actions, lui, D, de catégorie D, et le droit au dividende de la catégorie D lui donne à 10 droits financiers cette année. Et ça va dans la holding. Et dans la holding, vous voyez bien que je bloque. Donc, je peux bloquer. Alors, je peux décider qu'ils le reçoivent directement aussi, vous voyez. Bon, je fais ce que je veux. Et je peux très bien dire que la totalité du dividende, puisqu'on va prévoir des distributions inégalitaires de dividendes, puisqu'ils ont des droits financiers. Si je dis cette année, mon droit financier 0, droit financier 0, droit financier 0, droit financier 10, vous voyez bien que tout le dividende va à la holding ici. Et donc, vous voyez, j'ai une grande autonomie de décision, mais ici, chaque famille a son autonomie de décision. Il peut très bien lui dire, bah non, moi j'ai pas d'enfant d'abord, donc je ne me sens pas concerné par tes histoires là. Moi je veux, en ce qui me concerne le dividende, j'ai le droit à 33%, il est proportionnel au capital, et pour ma pomme cette année. Toc. Il va peut-être créer un intérêt à créer une holding, parce que si lui il dit, ouais mais attendez, moi je veux pas de dividende, j'ai pas envie de payer de l'impôt, attention à la démarche fiscale, hein. Mais il va avoir sans doute lui aussi une holding, et puis à ce moment-là, il va décider de le faire remonter le dividende, puisque le dividende de 1000, il ne va pas dire bah, je vous le laisse, prenez-le. Donc il va prendre pour le groupe d'actionnaires, il va le prendre pour lui, mais il va dire bon bah allez, moi j'ai pas besoin d'argent. Mon dividende de 1000, donc j'en ai 333, et bien tout remonte à la holding. La holding détient 5% de participation. 5%, ah tiens, au moins 5%, c'est le régime Murphy. Et il va falloir expliquer que tout ceci, ce n'est pas dans le but de faire une utilisation abusive du régime Murphy. J'y reviendrai bien sûr, l'utilisation abusive du régime Murphy. Voilà. Des questions? Bon. Sinon, hein, les questions en formation, vous pouvez me les poser quand vous voulez. Ah, c'était les groupes d'actionnaires. Et puis après, je vais, bien sûr... ah oui, j'ai oublié de vous dire, une fois qu'une famille, un fondateur, pardon, décède, je reprends... il y a tellement de choses à dire aussi, on n'a jamais fini. Ouais. Une fois que lui, le fondateur de la famille ici, troisième famille ici, famille 3, décède, eh bien, ici, normalement, c'était les droits de vote, c'était 33, 33, 33. Eh bien, il est écrit dans les statuts que le droit de vote, ben non, il est divisé par 4 ici. On va dire par 3. Donc, il vient de 11. Donc ici, ben, ils se partagent le solde. Voilà. Donc, à peu près 45 chacun. Et s'il y a un décès, pareil, paf, divisé par 3. Donc, divisé par 3, paf, 11. Vous voyez bien que c'est la famille ici qui décide, donc le fondateur de la famille. Et l'objectif est bien respecté. Mais toujours, alors je vais toujours respecter l'égalité en dividende. Je veux dire que l'égalité en dividende est à proportion du capital. Il n'y a que le droit de vote qui est divisé par 3 du groupe d'actionnaires. Et je vais prévoir, par exemple, hein, que comme le fondateur n'existe plus, alors après, est-ce que le fondateur a le pouvoir lui-même de nommer le futur fondateur? Ben, les autres, ils ont dit, bah non, dans ce cas présent, hein, tout est possible. Ben non, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous trois. Tes descendants, nous, même si c'est sympa, c'est un projet à 3, terminé.
Donc, personne n'a la possibilité de transmettre la qualité d'actionnaire fondateur. Mais alors, je vais prévoir quand même, parce qu'ici, il peut y avoir des difficultés de relations. Donc, je vais nommer dès à présent un rapporteur du groupe. Un rapporteur, il rapporte. Hein. J'organise. Parce que quand il y a des décisions prises qui sont obligatoirement soumises à la collectivité des actionnaires, ben, il faudra bien que j'ai le résultat. Et ici, vous voyez que je vais avoir une hiérarchie dans les décisions. Pour les décisions qui ne sont pas du ressort du dirigeant, on l'a vu tout à l'heure, c'est des actionnaires, à défaut de la collectivité des actionnaires. Quand c'est des actionnaires, bon, eh bien je vais dire que c'est d'abord, ici, c'est le gouverneur qui a tous les pouvoirs au sein du groupe d'actionnaires, le gouverneur ou le fondateur, peu importe. Et ici, bah, chacun va se partager, il peut y avoir des actions de préférence, mais ici, donc je vais faire la répartition, mais ce qui va importer ici, c'est la décision du groupe. Donc j'ai une première hiérarchie, c'est le dirigeant. Deuxième hiérarchie, dans les décisions, j'ai un groupe d'actionnaires. Troisième hiérarchie, parce qu'il peut y avoir éventuellement disparition, je vais écrire que quand il n'y a plus d'actionnaires fondateurs, ben, il n'y a plus de groupe d'actionnaires. Donc on a une société où il n'y a plus ces sous-catégories-là. Donc après, je vais dire, bah, ce sont les actionnaires. Et puis en 4, c'est la collectivité des actionnaires. Vous vous souvenez, la collectivité des actionnaires, c'est celle des décisions pour lesquelles la loi m'impose de faire participer tous les actionnaires. Vous savez ce que j'en pense. C'est lourd. Bon, on aura encore plein de choses à dire, mais de toute façon, c'est du sur-mesure, donc on peut toujours passer du temps, mais il faut qu'on avance. Voilà, donc voici les groupes d'actionnaires. Finalité, on l'a vu. Alors vous voyez, c'est le suffrage universel indirect. C'est ce que j'expliquais, c'est les groupes d'actionnaires d'abord qui décident avant la collectivité des actionnaires et des actionnaires. Ils sont représentés quelque part.